Nous entrons dans cette session intitulée L'amour de la vérité. Après une première intervention, un préambule, nous entrons maintenant dans une deuxième intervention intitulée L'évolution de la pensée occidentale. Cette intervention se divisera en deux parties. La plus longue, la première, dont le titre est L'héritage des philosophes. En premier lieu, les présocratiques, puisque nous sommes dans la tradition de la pensée occidentale dont les racines sont en Grèce. Oui, la pensée occidentale voit le jour en Grèce, berceau de la pensée européenne. Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ, en fut l'un des précurseurs par ses deux fameux écrits poétiques, la Théogonie, les Travaux et les Jours. Le premier peut être considéré comme une source pour la connaissance de la mythologie grecque. Le second décrit le paysan, l'artisan, témoin du travail vertueux, l'un des fondements de la justice. Hésiode dit qu'il cherche la vérité et veut éduquer ses contemporains. Tel est le fil directeur de la pensée grecque, à l'origine des découvertes sur l'univers de ce qu'on appelle les présocratiques du 7e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces premiers philosophes découvrirent les éléments formant l'univers physique, le cosmos. C'est l'eau pour Thalès, l'air pour Anaximène, le feu pour Héraclite, l'infini pour Anaximandre, le nombre pour Pythagore, l'esprit, qui est le nous en grec, l'esprit séparé de la matière, pour Anaxagore, l'être pour Parménide, et ensuite Zénon d'Élée, et la conjugaison de 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu pour Empédocle. Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, ajouta un 5e élément, la quintessence, l'essence dans l'univers supralunaire qui, contrairement à l'univers sublunaire, ne serait pas soumise à la génération et à la corruption. Son nom, l'éther, vient du mot grec aïter, qui est le substrat, la substance des corps célestes qui ne change pas. Puis vient Socrate, suivi de Platon. Au 5e siècle, avant Jésus-Christ toujours, Socrate est le fondateur de la philosophie. Philosophie occidentale, j'entends, toujours. Bien qu'il n'ait jamais écrit. Son talent consistait à s'opposer aux techniques oratoires utilisées par les sophistes pour convaincre le peuple. Les sophistes étaient des maîtres en rhétorique qui enseignaient l'art de parler en public et l'art de défendre une thèse contre un adversaire. Ils ont joué un rôle important à Athènes, puisqu'ils éduquaient les nouveaux citoyens, dont une partie de la jeunesse. En les questionnant, Socrate les mettait en difficulté, car ils se contredisaient dans leurs discours. C'était le début de la démocratie. Le mot démocratie vient du grec démos kratos, qui signifie souveraineté du peuple.
Les hommes politiques gouvernaient la cité, polis en grec, en utilisant des méthodes démagogiques. Démagogie voulait dire conduite du peuple. On voit que la signification de ce mot a évolué avec le temps jusqu'à entraîner une manipulation des esprits. Socrate fut acculé à mourir de la ciguë car il mettait les sophistes face à leurs contradictions en condamnant toute parole contraire à la vérité. Il nous reste son fameux « Connais-toi toi-même », citation ne venant pas de lui, mais d'une devise inscrite sur le fronton du temple de Delphes que Socrate s'est approprié. Platon, IVe siècle avant Jésus-Christ. Son disciple fut le premier grand philosophe grec connu pour ses dialogues, en particulier le banquet, le sophiste, Phèdre, Parménide, la République, Théétète, Timée, Cratyle. Pour Platon, le sage contemple la beauté et le bien absolu, car ils échappent à l'homme par leur unité et leur supériorité sur le monde sensible. Pour lui, autrefois l'âme vivait auprès des dieux dans la contemplation. La philosophie de Platon cherche à retrouver le bien en soi, le beau en soi et l'un dans la réminiscence, au-delà du monde sensible, qui est la nostalgie d'un état antérieur perdu, que Platon développe dans Phèdre. Mais l'homme a perdu sa contemplation à cause d'une chute, celle de l'âme dans le corps. Le corps est devenu le tombeau de l'âme, écrit-il dans le Cratyle. Ce que Luther a repris plus tard. L'âme emprisonnée dans le corps doit donc le quitter pour retrouver sa liberté, sa vraie vie spirituelle et se reposer dans les formes idéales, dans les idées, d'où la réminiscence. Tel est le fil directeur de la philosophie de Platon, qui est une philosophie politique et poétique, face à celle d'Aristote, qui est une philosophie éthique, physique et métaphysique. Aristote, IVe siècle avant Jésus-Christ. Son disciple, surnommé la tête de l'école, désigné le plus intelligent de tous, n'accepte pas l'idéalisme de son maître, qu'il considère comme une fuite dans les idées et un refuge dont le mythe de la caverne, le fameux mythe de la caverne de Platon dans la République, est la démonstration. À la recherche des principes et des êtres et des choses et leurs causes, Aristote veut découvrir en amont et au-delà de leurs formes pourquoi elles existent. Donc, quelles sont leurs finalités? Il revient à Parménide, VIe siècle avant Jésus-Christ, qui affirme que, pour comprendre la pensée, il faut regarder l'être. Donc, seul ce qui est peut être connu. Ce qui n'est pas ne peut pas être connu, ne peut être source d'aucune recherche, d'aucune pensée. Pour Aristote, seule une philosophie de ce qui est, une philosophie de l'être, une métaphysique, science de l'être, permet de comprendre ce qu'est l'esprit et ce qu'est l'homme. Pour regarder l'esprit,
il faut comprendre ce qui détermine l'intelligence, et ce qui détermine l'intelligence pour Aristote, c'est l'être. Telle est la vérité. La pensée du Moyen Âge est marquée par l'influence prépondérante des théologiens qui souvent considéraient les philosophes grecs comme des païens, puisque la recherche de la vérité restait sans rapport avec la révélation, la vérité révélée par Jésus-Christ. La philosophie devient alors servante de la théologie par l'affirmation d'une supériorité de la sagesse chrétienne sur la sagesse humaine. Se référant à Dieu qui créa l'univers à partir de rien, ex nihilo, la recherche philosophique s'orienta pour cette part sur une confusion entre fondements philosophiques inhérents à la raison et théologiques inhérents à la foi, impliquant de faire tabula rasa, table rase, comme point de départ de la philosophie, sous l'influence de la théologie négative. La négation précède alors l'affirmation, dans l'idéalisme fondé sur la réminiscence platonicienne, contestée par la démarche aristotélicienne fondée sur la réalité existante. Dans la mentalité courante, le Moyen Âge semble considéré comme un long millénaire obscur, mais beaucoup d'inventions ont été élaborées pendant cette période, s'étendant du VIe au XVIe siècle, précédant la Renaissance. Parmi les figures des grands théologiens, il faut retenir Thomas d'Aquin, auteur au XIIIe siècle de sa célèbre Somme théologique, pont entre la philosophie de l'Antiquité grecque et la théologie contemporaine. Au XVIIe siècle, avec la Renaissance, René Descartes, veut sauver la philosophie en l'émancipant de la théologie et lui permettre ainsi d'acquérir son indépendance. Pour lui, la pensée doit retrouver sa liberté, ce que l'on appellerait aujourd'hui l'indépendance d'esprit. S'inspirant du modèle mathématique, Descartes cherche la certitude qui érigera la philosophie en science exacte. Aussi veut-il démontrer que l'intelligence humaine peut atteindre la certitude, forme d'une nouvelle sagesse. S'appuyant sur le doute, il construit une nouvelle philosophie dont le point de départ est son fameux cogito ergo sum, je pense, donc je suis. De fait, son inspiration première, son cogito, vient de l'intelligo d'Occam, XIVe siècle, théologien et philosophe anglais. Avec la Renaissance et l'esprit cartésien, nous sommes au seuil de la modernité. L'esprit mathématique pose des hypothèses, établit des preuves, en vue de l'acquisition de certitudes fondées sur le mode géométrique, modo geometrico. La recherche de la vérité, atteinte par la voie inductive, donc la recherche des causes et des principes,
est remplacée par la certitude atteinte par la voie démonstrative. Le raisonnement logique mathématique s'impose alors comme finalité sur la pensée. La logique qui ne relève que de la forme s'impose comme fin, mais une fin en soi. La relation s'installe comme moteur de la vie de l'intelligence. La pensée bascule davantage dans le formalisme déjà présent chez Platon, d'où la primauté de la critique sur l'analyse, puis de la critique a priori sur la critique a posteriori. La critique, au lieu de porter un jugement sur une analyse, s'impose sur l'analyse en se substituant à elle, devenant le moteur de la vie intellectuelle. Avec Descartes, le « je pense donc je suis » prend la place du « connais-toi toi-même » de Socrate. La pensée précède l'existé. L'intelligence soumet le réel. Comme tous les hommes peuvent affirmer « je pense », la pensée, en tant qu'elle est universelle, devient le fondement de la philosophie. Le contact direct avec la réalité, impliquant le jugement d'existence, disparaît. L'intelligence ne reçoit plus la réalité en tant qu'elle est, la relativisant dans la pensée et s'arrêtant à la perception qu'elle se fait d'elle. D'où le jugement porté sur quelque chose ou quelqu'un devient fonction non plus de ce qu'il est, de son être, mais de sa perception ou de sa représentation intellectuelle et scientifique, au sens de la science moderne. Le raisonnement donne alors sens à la cohérence logique des idées. Dans le prolongement du platonisme, pour Descartes, les idées proviennent des idées innées qui, elles-mêmes, viennent de Dieu. La pensée doit se détacher du sensible, des choses matérielles, périssables, de la nature corruptible, parce que nos sens nous trompent. Seul ce qui peut être mesuré est objectif, ce qui n'est pas mesurable n'est pas objectif, mais subjectif, donc n'appartient pas au réel. Là, on voit une certaine mathématisation de la pensée platonicienne. Le fini se mesure, tandis que l'infini échappe à la mesure. Descartes dit que la qualité est subjective, que la sensation est subjective. Peut-être est-ce parce qu'il ne l'a pas saisie dans sa relation à l'être. D'où la seule objectivité repose sur le mesurable, le quantifiable, parce que le mesurable est objectif. Il s'agit là de la question concernant la relation de la qualité à la quantité et son inverse, de la quantité à la qualité. Une fois que l'on a compris cela, on ne peut plus être cartésien au sens fort du mot, car Descartes semble confondre la réalité en tant que telle et la représentation que la pensée se fait d'elle, d'où la confusion entre l'idée et le réel qui l'absorbe dans l'idée. C'est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Quel enseignement peut-on en tirer ? La philosophie n'est jamais de l'ordre du possible, comme pour les mathématiques, car les mathématiques appartiennent
à l'ordre de la relation, un être de relation créé par l'homme. Dans cette perspective, elles ne sont pas de l'ordre de ce qui est, de la réalité proprement dite, qui s'impose par son exister premier. Ce que l'intelligence peut saisir d'une réalité, son intelligibilité, n'est pas la réalité comme telle dans la totalité de son exister. La pensée n'est pas la réalité. La réalité existe avant de la pensée et avant la pensée elle-même, car toute pensée vient d'une relation à la réalité, présente ou passée. Sans réalité et donc sans expérience, il n'y aurait pas de pensée. Aussi, depuis Descartes, assiste-t-on au pouvoir déterminant de la pensée sur la réalité, de la subjectivité sur l'objectivité réelle, donc de la critique sur l'analyse. De fait, cela écarte le travail qualitatif de l'intelligence, la relativisant à la quantité et l'enfermant dans la logique, dans l'immanence du raisonnement et de l'imagination, la relation ayant perdu son fondement dans l'être. Ainsi, la prééminence de la forme dans la cohérence des idées ou dans l'unité de l'harmonie succède à la recherche de la vérité dans la finalité des êtres et des choses. Emmanuel Kant, XVIIIe siècle, est un physicien, tandis que Descartes est un mathématicien. En réaction contre lui, Kant retrouve un pragmatisme avec la physique que les mathématiques n'ont pas. N'est-il pas intéressant de voir que dans le domaine des idées, comme pour la matière, le mouvement provient des contraires ? Ce que nous pouvons retenir de Kant, c'est sa subjectivité transcendantale, impliquant ce que les générations passées ont bien souvent connu et subi, la morale du devoir. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant écrit « Il faut donc développer le concept d'une volonté souverainement estimable en elle-même, d'une volonté bonne indépendamment de toute intention ultérieure, tel qu'il est inhérent déjà à l'intelligence naturelle saine, objet non pas tant d'un enseignement que d'une simple explication indispensable. Ce concept, qui tient toujours la plus haute place dans l'appréciation de la valeur complète de nos actions et qui constitue la condition de tout le reste. Pour cela, nous allons examiner le concept du devoir qui contient celui d'une bonne volonté, écrit Kant. Pour comprendre, pour répondre à la subjectivité cartésienne, Kant désignera la subjectivité transcendantale, en réaction à la précédente, puisque ce qui est transcendantal ne peut pas être subjectif. Le qualitatif subjectif est rapporté à une personne, tandis que le transcendantal, par définition, la transcende. Kant le considère non pas comme un absolu au-delà de la pensée, dans les idées innées en Dieu,
selon Descartes, mais dans la pensée elle-même et dans son caractère d'universalité. Ainsi, du cogito cartésien, on assiste au cogito kantien, car ce qui est bon pour Kant l'est pour tout le monde et a vocation d'universalité. La pensée élabore des concepts, Kant élabore des normes, puis une norme morale dont découle la pensée universelle. La norme, le devoir, issu de la pensée universelle, aboutissent à un absolu inhérent à la pensée elle-même que Kant définit comme un impératif catégorique. Dans sa critique de la raison pure, Kant écrit « agit selon des maximes qui puissent se prendre en même temps elles-mêmes pour objet comme loi universelle de la nature ». La pensée individuelle s'accomplit dans la pensée universelle comme un impératif, non pas finalisé dans le Dieu de Descartes, mais dans la pensée elle-même. Hegel. Hegel, philosophe allemand du XIXe siècle, est considéré avec Platon et Aristote comme l'un des trois grands philosophes ayant nettement marqué la pensée occidentale par une doctrine philosophique globale. Pour lui, Aristote est un formateur. Seul Aristote forme, dit-il, et Descartes, un précurseur dont il fait l'éloge dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie. Hegel écrit « Descartes est dans les faits le vrai fondateur de la philosophie moderne, en tant qu'elle prend la pensée pour principe. L'action de cet homme sur son siècle et sur les temps nouveaux ne sera jamais exagérée. C'est un héros. Il a repris les choses par le commencement et il a retrouvé le vrai sol de la philosophie auquel elle est revenue après un égarement de 1000 ans, écrit Hegel. Hegel se pose la question « Comment puis-je affirmer que mon je pense est la vérité ?» Descartes écrit dans sa 5e méditation métaphysique « Dieu est le créateur de ma pensée, le créateur de la réalité qui est en dehors de moi. » Quand je pense, je prends conscience que j'existe pour Descartes. Pour Hegel, je pense est identique à l'être. Et l'être est un moment de la pensée. L'être est l'identité de la conscience dans la pensée. Le moment qui est dans le temps, donc dans le mouvement, conduit Hegel à confondre être et vie, à ne regarder la pensée, donc l'exister, que dans sa relation à la vie, que dans le mouvement de la vie. Mais l'être n'est-il pas au-delà du mouvement ? Étant donné qu'en Dieu seul, l'être et la vie ne font qu'un, cela signifie que la pensée de l'homme est identique à la pensée de Dieu. Dans la philosophie de Hegel, la vie absorbe l'être, d'où l'esprit précède l'être et se substitue à lui. La vie végétative absorbe,
puis assimile pour permettre au corps de se nourrir. De même, la vie de l'esprit hegelien absorbe et assimile l'autre pour se perfectionner, pour exister plus, car l'être est inhérent à la vie. Ce mouvement interne, immanent, conduit Hegel à sa fameuse trilogie thèse, antithèse, synthèse, qui est une caricature du mouvement dialectique. Pour être précis, il s'agit, pour la thèse, de l'identité, pour l'antithèse de la différence, pour la synthèse de l'identité de la différence. Certes, ce n'est pas facile à comprendre. La pensée dialectique commence par l'identité, qui est la présence à soi-même de sa propre pensée. Tout ce qui n'est pas mon je pense n'est pas moi. L'antithèse est la différence, le contraire de l'identité dans une perspective dialectique où l'affirmation réclame la négation, le non-être. Le troisième moment, la synthèse, le nœud dialectique, est l'identité de la différence, qui se manifeste par un absolu, une nouvelle identité à soi, atteinte par un saut dans le devenir du mouvement vital, au-delà de l'être et du non-être. Hegel affirme donc que ce qui donne l'objectivité de la pensée, c'est d'atteindre un absolu. Or, en Dieu seul, la pensée est absolue, d'où Hegel pose le problème de l'homme-dieu. Comme un arbre déraciné, dans la confusion de l'être et du devenir, de l'être absorbé par le devenir, l'homme s'échappe. C'est la fuite en avant. Auguste Comte. Avec le développement des sciences et des techniques, le positivisme a accompagné les grandes révolutions industrielles. Pour Auguste Comte, 19e siècle, son fondateur du positivisme, avant l'avènement de la science, l'homme avait besoin d'une philosophie pour l'aider dans la croissance de sa vie. L'homme quitte donc l'état d'enfance dans lequel il vivait auparavant pour entrer grâce à la science dans l'âge adulte. Ainsi, la science lui permet d'atteindre sa maturité et l'accélération du perfectionnement scientifique conduit l'homme à le déifier, la science devenue l'absolu. Cette conception du rapport entre science et philosophie semble méconnaître, pour l'avoir étouffée, cette science fondamentale qu'est la philosophie de l'être, puisque l'être, comme l'amour, ne se mesure pas, dépasse toute mesure. L'enjeu est donc là. Plus la science se développe, plus une véritable philosophie de l'être est nécessaire. La science philosophique n'est pas une science physique, ni mathématique, ni psychosociologique, mais une sagesse, science des sciences, qui seule peut parler de l'amour et de la mort. Karl Marx. En réaction aux effets négatifs déshumanisants du capitalisme industriel, à la rupture entre capital et travail, Marx, seconde moitié du XIXe siècle, suivi de Lénine, début du XXe siècle, érige
le matérialisme dialectique. Pour Marx et Lénine, la matière est considérée comme principe et cause d'être. Influencé par la pensée hegélienne, Lénine a commenté la métaphysique d'Aristote, l'entraînant dans une confusion entre ce qui est mu, ce qui est en mouvement, et ce qui est au-delà du mouvement. Pour Lénine, à la suite d'Averroès, philosophe musulman du Xe siècle, ce qui est mu implique un principe propre, un premier dans l'ordre du devenir, la matière. C'est la matière, principe propre du devenir. Et ce qui est étant inhérent à ce qui est mu, la matière devient le principe de ce qui est, de l'être. Par conséquent, tout ce qui est matériel, d'où la dialectique matérialiste. Si la matière est principe constitutif de l'être, on ne peut plus parler de la partie supérieure de l'esprit ni de Dieu, parce qu'ils ne sont pas matière, qu'ils se situent au-delà de la matière, d'où l'impossibilité de l'existence, la non-existence de la partie supérieure de l'esprit, séparée de la matière, qu'on appelle le nous en grec, ou bien de l'âme. Pour Marx, en transformant la matière, l'homme transforme sa propre nature. D'où, dans l'Union soviétique, le stakhanovisme déifiait le culte du travailleur. Pour terminer cette approche succincte de la pensée, il faut signaler l'influence marquante de Nietzsche, XIXe siècle, en particulier sur la jeunesse, par le culte du drame artistique, quand il s'écrie en mourant « art, art, art », et le culte du surhomme, si Dieu est créateur, or je suis créateur, donc Dieu n'existe pas. Nietzsche s'est posé en rival de Dieu, en érigeant en absolu la confusion entre l'être réel et l'être de raison, qui en dehors de la réalité existante demeure dans l'immanence intellectuelle. Or Dieu seul crée des êtres réels. L'homme transforme la nature à partir de la matière réelle ou d'une matière grise. Par contre, il est créateur d'êtres de raison. Être de raison est un être qui n'existe pas dans la réalité, mais que dans ma pensée, auquel appartient l'être mathématique, par exemple. Comprendre cela rend modeste et non rival. Dieu n'est pas rival, puisqu'il crée des êtres réels, substantiels, tandis que l'homme ne peut créer que des êtres de raison, contribuer à transformer la nature pour son bien matériel ou culturel. Deuxième partie maintenant. Après cette topique, ce retour à certains philosophes importants de la pensée occidentale, au sujet de l'idéalisme et du réalisme. De ce survol de l'évolution de la pensée, deux grandes perspectives se dégagent. L'une regarde en premier lieu la vie de l'intelligence, l'immanence, dans l'expérience interne, en soi, c'est-à-dire le vécu. Elle repose
sur la perception du réel, sa représentation, d'où sur l'idée et l'intentionnalité. Elle se développe selon une logique d'ordre affectif, donc subjectif. C'est une perspective idéaliste, source des idéologies. L'autre s'appuie sur l'expérience externe. La réalité en tant que telle, respectée pour elle-même et considérée selon sa nature inhérente à l'univers physique et à la place de l'homme dans l'univers. Le réalisme affirme que l'idée est relative à son objet, la réalité existante, et son essence, l'essai en latin, l'être reçu dans l'intelligence par le jugement d'existence qui affirme « ceci existe »,« ceci est ». C'est la perspective réaliste où l'être réel précède l'être de raison. Tout homme, au sens générique du mot bien entendu, peut ou doit faire le choix entre ces deux démarches fondamentales pour la vie de l'intelligence, donc pour la vie elle-même, et son rapport avec l'être, sa relation à l'autre et en retour avec lui-même. L'une est fondée sur la pensée qui mesure la réalité, l'autre sur la réalité, mesure de la pensée. Quand nous regardons une belle rose rouge, elle ne rougit pas parce que nous la voyons. Mais c'est nous qui sommes changés dans notre connaissance en la découvrant, en la regardant, parce que nous sommes marqués en nous-mêmes par la connaissance de cette rose existante devant nous. Notre connaissance ne modifie pas le réel, mais nous sommes modifiés par le réel, modifiés intentionnellement. Cela montre le primat de la réalité par rapport à la connaissance. Toute connaissance prend naissance dans une réalité quelle qu'elle soit. Il s'agit là de deux niveaux de connaissance essentiels à saisir puis à distinguer. En logique, la pensée se structure grâce à l'universel, c'est-à-dire au concept, tels que homme, animal, pierre, bois, et de là au plan des valeurs, tels que le bien, le mal, le beau, le laid, tandis que la pensée philosophique doit se tourner impérativement vers le réel, en prenant racine dans l'être à partir du jugement d'existence, ceci est, ceci existe, il est, je suis, le je relatif à suis, et non l'inverse. Sinon, nous quittons l'objectivité pour la subjectivité. La logique demeure dans l'universel. Elle est bonne et nécessaire en tant que moyen ou procédé pour l'intelligence, à condition de garder le cap de la finalité qui est d'être tourné vers l'être, vers telle réalité, telle personne. La logique est de l'ordre du moyen et non de la fin, à laquelle, à regret, elle se substitue aujourd'hui bien souvent depuis la perte du sens de la finalité, depuis que la finalité fut considérée comme métaphorique, donc comme une image, au XIVe siècle avec Duns Scott et Occam. La finalité absorbée par la forme dans les formes en soi platoniciennes.
Ces deux modes de pensée, idéalisme, réalisme, se caractérisent par leurs points de départ respectifs, l'un dans la réalité et l'autre dans la pensée, l'un réaliste et l'autre idéaliste. L'idéalisme risque toujours de favoriser l'exaltation de l'intelligence, l'amour-propre, l'ego, au détriment du réalisme, puisque l'être de raison fabriqué par l'intelligence précède l'être réel qu'elle reçoit dans la pensée. Le réalisme implique de recevoir la réalité, puis de la découvrir pour la connaître en la respectant comme telle. L'idéalisme peut faire tomber dans l'orgueil et le réalisme et le repli sur soi, jusqu'à penser que l'autre c'est l'enfer, selon l'expression de Jean-Paul Sartre. Le réalisme réclame une humilité de l'intelligence pour recevoir l'autre en tant qu'il est, dans son être et dans sa personne pour l'homme.